et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que l'on va réaliser en visio avec nos serial chroniqueurs. Nous allons recevoir un invité exceptionnel, mais tout d'abord, on va dire un petit coucou, bonjour à Walter. Salut Walter. Salut à tous. Il y a également parmi nous aujourd'hui donc Walter qui est président de la SCANE. Avec nous également Jean-Michel Ardourel, l'entraîneur du RC Cornéllan. Salut Jean-Michel. Salut Bibi, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Et dernier chroniqueur qui est avec nous aujourd'hui, c'est Michel Lignon. Salut Michel, responsable de la formation à la SBH. Salut Bubu, ça va? Ça va. Est-ce que tu as des nouvelles de notre ami Alain Simon quand même? Je vois que tu le remplaces, j'espère qu'il va bien. Alors notre ami Alain Simon a une petite semaine dernière un peu compliquée et il doit faire encore des examens de contrôle aujourd'hui. Mais ça va, il est rentré à la maison, il va bien, il a retrouvé sa femme et Nono, donc ça va, tout va bien, t'inquiète pas. Bon, tant mieux. Et donc aujourd'hui, pour nous accompagner pour cette émission exceptionnelle, c'est le président de la Ligue Occitanie de rugby, monsieur Alain Doucet, qui a été réélu avant Noël. Salut Alain. Bonjour à tous. Ça va Alain? Aux auditeurs et à tous les présents sur le plateau. Oui, ben écoute, je vais très bien. Je suis pas malade. Je vois que mes bons copains de l'ex-Languedoc sont en pleine forme, donc tout va bien. Et on va pouvoir discuter un peu. Ça me fera aussi du bien de prendre un peu la température. De parler un peu de rugby, parce que c'est vrai que même nous, on est un peu au chômage technique avec malheureusement l'arrêt des compétitions pour cette saison, la saison blanche donc pour tous les clubs amateurs de la 4e série à la Fédérale 1, qui a été décrétée donc par la FFR. Pour entrer dans le vif du sujet, Alain, toi, comment la Ligue a accepté, malheureusement, pas d'autre choix, a accepté et a encaissé cette décision? La décision était à peu près totalement inéluctable. Aujourd'hui, on souffle le chaud et le froid dans notre société, dans notre monde. Aujourd'hui, cette semaine, on a eu l'impression que tout allait bien avec des tas de vaccins partout. Aujourd'hui, on me dit on va reconfiner l'Île-de-France. C'est la catastrophe dans les hôpitaux, ils sont saturés. Finalement, on ne sait plus trop où on en est. Donc, la situation était à peu près inéluctable. On a pu rêver jusqu'au dernier moment qu'on pourrait adapter nos poules et nos compétitions sur les compétitions fédérales, surtout les compétitions fédérales qui sont les plus compliquées à organiser. Bon, on a été quand même mis devant l'évidence et devant le fait accompli qu'on ne pouvait pas faire autre chose que décréter une saison blanche, qui, je le rappelle, la saison blanche signifie qu'il n'y aura pas de titre, il n'y aura pas de montée, il n'y aura pas de descente. Il y aura peut-être statu quo sur les poules, ça je ne peux pas encore le dire, ni au niveau national, ni au niveau fédéral, on verra bien. Après, il y aura des difficultés de clubs, on en reparlera certainement tout à l'heure, des difficultés de clubs qui vont repartir, pas repartir, bon, du circuit habituel. Enfin, pour te dire, je disais tout à l'heure que je suis content de revoir des gens qui sont en phase dans les clubs, parce que bon, des réunions Zoom, Teams, tout ce que vous voudrez, j'ai appris à manipuler l'ordinateur. Des réunions, on en a quasiment tous les jours, que ce soit au niveau de la Fédé ou de la Ligue, pour échanger, pour entretenir notre morale aussi, parce qu'on en a quand même besoin, on est comme tout le monde, on n'a aucune certitude sur rien. On a besoin d'échanger, de se rassurer, de se convaincre que tout va repartir comme avant. Partie aussi de nos soucis quasiment quotidiens. Ouais, là on est en ce moment en stade de protocole 3, c'est ça, donc il peut y avoir des entraînements sans contact en fait, c'est ça, par petits groupes. C'est ça. Alors c'est ça. On espère que tous les clubs, je crois, qu'on a affaire à quand même beaucoup de présidents et de gens responsables. Je crois que une immense majorité de nos clubs respectent ces protocoles et s'y tiennent. On est vraiment dans la phase 3. On attend de passer rapidement dans la phase 4, ce que j'espère arrivera le plus tôt possible pour qu'on puisse commencer peut-être à pouvoir pratiquer du rugby à toucher, du rugby à 5, s'ouvrir déjà d'autres portes que les restrictions que l'on connaît tous, et là, c'est ce moment.
Tu nous avais parlé avant Noël, quand vous étiez eu, que la Ligue planchait déjà sur des challenges ou des petites compétitions au cas où justement cet arrêt soit annoncé. Comment cela ça semble envisageable? Dans la fenêtre de tir, c'est un peu serré, non, peut-être, hein? Mais c'est serré, plus les jours passent, moins je suis optimiste. Et alors, par définition, par tradition, je suis toujours dans l'espoir et dans la positivité. Mais là, plus le temps passe, plus je me fais du souci. Donc, les équipes de la Ligue ont réfléchi sur des compétitions, des trophées à 5 sur les cadets, les juniors, les féminines. On n'a pas encore concerné les seniors, on verra bien si les clubs veulent y venir ou pas. Faute de mieux, si on passe à un stade 4, on pourra toujours s'orienter là-dessus, malgré quelques aigris qui me diront c'est pas du rugby, etc. Mais on pourra échanger, se rencontrer et jouer avec un ballon ovale. Parce qu'aujourd'hui, je crois, j'ai la quasi-certitude que la plupart des gens, la plupart de nos clubs, la plupart de nos joueurs veulent avant tout jouer au rugby. Je crois que le mot compétition, il va falloir peut-être le faire au garage pendant quelques temps. Je crois que les gens veulent jouer au rugby, s'exprimer sur un terrain avec un ballon, se faire plaisir, se donner des sensations. Je suis en train de me poser la question de savoir si on sera assimilé au monde de la culture par rapport à nos spectateurs, à nos buvettes, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a le sport que l'on va voir, c'est-à-dire que ce soit des spectateurs de 4e série ou de top 14, il y a le sport que l'on va voir, quelqu'un des spectateurs, on peut être assimilé au monde de la culture. Et il y a le sport que l'on pratique, du plus petit joueur de notre plus petit club jusqu'au plus grand de nos joueurs. C'est le sport que l'on pratique, c'est une autre philosophie. Et il sera bon qu'on soit aussi attentif, quand on parle de reprise, qu'on soit aussi attentif à la reprise de nos tribunes, de nos vestiaires, de nos buvettes, de notre système de convivialité, qui nous manque beaucoup, donc c'est un tout. Ensuite, pour revenir à ta question initiale, il est clair que avec Roland Sormani et toutes ses équipes, nous avons travaillé à une reprise pour moi, l'idéal serait au mois de mai. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit lâché dans les tout premiers jours d'avril pour que les gars puissent se rentraîner, etc. C'est pour ça que je suis assez inquiet par moment. Et ça ferait une reprise sur le mois de mai et de juin, sur des poules de 4, très resserrées, à configuration quasiment départementale. Hein. Je vois le président de Canet, on mettrait Canet et je ne sais plus les 3 autres clubs que tu avais très près de chez toi. On aurait une poule de 4 qui serait comme ça, sur des matchs aller-retour. Ils gardent les buvettes pour eux, les recettes pour eux, je me mêle de rien. Et derrière, on aurait une finale audoise sur ce fameux bouclier de terroir, une finale audoise sur chacun de nos 6 niveaux. Idem dans le Gers, idem dans notre pays, idem partout. Les départements qui n'ont pas assez pour alimenter toutes leurs séries, on les regrouperait avec les départements à côté. Par exemple, chez vous, en honneur, dans l'Aude, il n'y a que 6 gens. Donc, on le regrouperait avec. Il y a 2 clubs, je crois, de promotion. Et il y a le foyer rural en bas qui est tout seul, dans le 66. On ferait une boule de 4 et ces 4 clubs. Je crois qu'on pourrait arriver à quelque chose d'intéressant. On irait même jusqu'à autoriser, si Canet n'a pas 20 joueurs pour participer, on t'autoriserait, Walter, à te mettre avec un club à côté pour que tu puisses faire quelque chose. Et la priorité, je le redis, de permettre à tes mains d'aller sur le terrain et de jouer au rugby. Voilà. On ferait des tas de dérivatifs ponctuels, valables sur les 2 mois, pour que nos clubs puissent aligner le maximum de gens sur les terrains de rugby, sur une base, et ça c'est fondamental, une base de bénévolat, bien entendu. Hein. Si j'ai pas envie de remettre mes gars, ils sont en danger, on n'est pas prêt, etc., on n'y va pas, aucun problème. Sur la base du volontariat, quoi. Voilà, c'est les clubs qui sont. Volontariat complet. Voilà, volontariat complet. Et il y a pas, voilà, on réfléchit. C'est pour impliquer tout le monde. Voilà. Oui. On a réfléchi, si tu veux, autour avec Christian Mogard, avec Max Santa, avec Roland. On a réfléchi aussi à l'organisation sur les fédérales 3 et les fédérales 2. Et leur réserve pour faire jouer, je le redis, c'est le leitmotiv, faire jouer le plus de monde possible, le plus longtemps possible. Donc on a réfléchi aussi sur une organisation sur les F3, sur les F2, avec la possible obtention en fin de course de circuit d'un titre d'Occitanie. En F2, on pourrait très bien avoir Gruissant et le Jourdain en finale. En F3, Hervien Bougeant contre Nogaro.
peu importe les gars. Mais le principal, ce serait de donner une petite lueur d'espoir au club, quoi. La possibilité à ceux qui ont envie de reprendre de participer à Voilà, une de compétition. faire quelque chose, s'ils se sentent s'ils se sentent prêts, et surtout si on a la possibilité, si on doit jouer à huis clos, aucun intérêt. L'objectif pour moi, c'est de donner de la flamme dans le club, que les supporters viennent, que les gens qui passent leur vie tous leurs dimanches le long des talanquères soient là, que les buvettes puissent rouvrir, qu'on puisse refaire des troisièmes mi-temps épiques, et que c'est ça qui est intéressant. Si c'est pour jouer à huis clos et se laver avec le jet d'eau derrière le mur du cimetière, aucun intérêt, quoi. Oui, ben, tu fais bien justement d'en parler parce que Walter, en tant que président de club, il a certainement des questions justement pour la survie certainement de ces petits clubs qui n'ont pas eu de rentrée cette année, aucune perspective encore pour l'instant. Ils n'ont pas eu trop de sorties. Heureusement, l'un dans l'autre, ça se rattrape. Ouais. Mais Walter, toi, comment tu le gères ça? Ouais, déjà je salue déjà pour commencer quand même l'initiative de la Ligue justement sur ces compétitions. Et je vous rejoins complètement, président Doucet, sur le fait tu peux me tutoyer, Walter. Tu peux me tutoyer. Tu peux me tutoyer. À part la barrière de l'âge, on fait du rugby tous les deux. Oui, c'est clair. Donc, je te rejoins complètement. En fait, sur le fait de pouvoir rejouer au rugby, mais de pouvoir repartager. C'est-à-dire que, comme tu le dis, si c'est pour reprendre sans spectateurs, sans buvette, sans vestiaire, c'est même pas envisageable, quoi. On est entièrement d'accord. Donc, moi, je salue l'initiative, quoi. Voilà, s'il s'avère qu'elle est possible, ça sera sympa pour les clubs, comme tu dis. Ouais. Ça nous remettra un peu de baume au cœur. Et ben, moi, tu m'entends, Alain? Ouais. Attends, oui, vas-y. Oui, vas-y. Donc, je voulais savoir, la saison dernière, donc c'est vrai qu'avec la Ligue, vous avez fait une initiative intéressante au niveau des timbres pour les abonnés. Je sais que moi, j'avais pas mal marché en début de saison. Bon, malheureusement, la saison s'est arrêtée au mois d'octobre. Et est-ce que vous envisagez de refaire cette initiative la saison prochaine? Walter, toutes les opérations financières, si tu veux, en immense majorité dépendent de la FFR. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une réflexion qui a été engagée par Alexandre Martinez et les services financiers de la Fédé pour voir comment on allait aborder la saison prochaine. Moi, aujourd'hui, je suis, si tu veux, je suis un préfet, quoi. Hein. Moi, j'applique ce qu'on me demande d'appliquer. On n'a pas les taxes entre guillemets de la Ligue portées sur 3 € par licence. Aujourd'hui, nous sommes comme vous, quoi. Nous sommes dans des incertitudes financières pour nos lendemains. Les subventions tombent beaucoup. C'est que ce qui était prévu. Nos partenaires, il faut aller les chercher, il faut aller les convaincre qu'on va se redresser, qu'il y aura de la vie, qu'on aura un produit à leur offrir, ce qui n'est pas certain. C'est pas forcément évident. Donc tout ça, si tu veux, tout sera retrituré en fonction des contraintes fédérales, de ce que la Fédé pourra accepter ou pas, parce que tu sais, la Fédé a ses problèmes. Hein, on va pas. Je vais prendre 30 secondes si vous voulez me permettez. Quand je lis à droite et à gauche, que j'entends, mais la tournée de novembre, mais quelle connerie, on pique les clubs, ça sert à rien. Ça sert à rien la tournée de novembre, 3 matchs, 3 tests. Donc tu mets même, si c'est des petits tests, tu mets 3-4 briques sur chaque test, entre 12 millions dans la caisse fédérale. 12 millions, ça nous permet peut-être de faire d'autres choses derrière. D'aider les ligues, d'aider les CD, d'aider les clubs. Ces 12 millions, il manque quelque part. Aujourd'hui, on me dit, putain, quand tu es grand spécialiste du rugby, quelle connerie d'aller en juin en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc. Et quand on te prête quelque chose en novembre, il faut être capable de le rendre en juin. Ces gens-là, ils nous attendent aussi pour rentrer de l'argent, pour faire du spectacle, pour faire des recettes. Donc c'est un tout, l'équilibre financier du rugby mondial. Et quelque part, il faut que cette crise serve à faire bien comprendre aux gens que si la Fédé n'a pas de rentrée d'argent, elle n'a pas de planche à billets derrière pour rendre des choses qu'elle ne peut pas rendre, quoi. Qu'elle n'aura plus. Alors, des fonds de réserve, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a des fonds de réserve. Comme toute chose, ils ne sont pas inépuisables, quoi. Hein. Ils ne sont pas inépuisables.
quand tu distribues. Cette année, la GMF, on est en discussion avec la GMF, on n'a pas reçu une seule cotisation ni d'un club, ni d'un licencié, ni d'un dirigeant, ni d'un éducateur, ni d'un arbitre, ni de rien. Il a fallu quand même payer la tirelire. GMF, Alexandre Martinez négocie avec eux, voir quelque chose à pouvoir récupérer parce qu'il est évident qu'il y a eu certainement beaucoup moins de sinistres. Et ce sont des discussions incessantes à tous les niveaux entre gens qui défendent chacun leur bout de terrain, ce qui est une règle de vie. Donc, Walter, te dire immédiatement oui ou non, ça serait honnête de ma part, je peux rien te dire de plus que ce que j'ai essayé de t'expliquer. Non, je comprends entièrement, moi, tout ce que tu dis. Hein. J'ai pas de souci avec ça. C'est tout à fait logique. Le fait que vous négociez avec les assurances, ça me paraît un petit peu logique aussi, parce qu'au vu de la saison, forcément, voilà, on a joué que 4 matchs, donc je pense qu'il y a quand même moyen de négocier ouais, de ce côté-là. Donc voilà, c'est vrai que tu disais au début bon, qu'on n'a pas de sortie, qu'on n'a pas d'entrée. Mais moi, tu vois, les cotisations au niveau des joueurs, je ne peux pas demander des cotisations à mes joueurs sur une saison où on a joué 4 matchs, quoi. Donc, quelque part, en fait, voilà, on n'a pas forcément non plus. Heureusement qu'on a nos partenaires, tu sais, fidèles, la mairie, la collectivité, et des partenaires qui nous soutiennent à perte au final, puisque la saison, voilà, elle est ce qu'elle est. Donc, voilà, je sais que ça ne sera pas forcément évident pour tout le monde. Donc voilà, je sais que le moindre geste sera toujours le bienvenu, hein, ça c'est clair. On vient de re-signer avec la Société Générale et Ouais. d'autres, hein, d'autres organismes bancaires, d'autres sociétés privées, des partenariats nous, tu sais, les partenariats de la Ligue, il faut qu'on fasse attention parce que nos clubs sont tellement nombreux qu'on a pour habitude de ne pas aller marcher sur leur plate-bande. Donc on est très attentif. Moi, je ne vais pas aller discuter avec le partenaire d'un club pour lui piquer le partenaire, etc. Ce n'est pas notre manière de fonctionner. Alors on prend des partenaires qui veulent bien s'attacher à nous, alors qu'on a beaucoup moins de choses à vendre que ceux qui peuvent vendre un club. Et je les remercie publiquement de leur fidélité à tous, parce que sur cette saison, comme tu as très bien dit, il y avait 4 matchs. On avait un U20, on avait un U20 organisé à Castres. Mais il est reporté, vous le savez, on est présent sur rien, quoi. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour nous. Ouais, comme tout le monde. Doudou, toi qui es entraîneur, comment ça se passe avec tes joueurs? Vous continuez, vous voyez, vous faites samedi matin ou vous avez carrément tout arrêté? Alors, je sais que selon les niveaux, il y en a qui continuent, il y en a qui font plusieurs fois par semaine, il y en a qui font plus du tout, même à un niveau assez élevé. En Fédéral 3, il y a des clubs qui font plus rien. Est-ce que toi, Doudou, comment tu réussis à concerner tes joueurs? On réussit plus. On réussit plus là. On était dans une. Donc quand il y a eu ce confinement du mois de novembre, on avait 3-4 matchs, plus des matchs qui n'étaient pas trop mauvais. Donc il y a eu une dynamique qui s'est arrêtée, mais tout le monde était dans l'espoir de reprendre, quoi, en fait. Enfin, tout ce que je vais vous dire là, c'est une lapalissade, à mon avis. Mais bon, si tu me poses la question, je vais t'y répondre. Donc, on a joué le jeu de vraiment couper net, vraiment, parce qu'on a une responsabilité quand même par rapport à cette crise sanitaire. Donc, on a coupé net. Et puis en décembre, on a commencé à se dire, bon, ça va durer un petit peu plus longtemps. En janvier, je t'avouerai qu'ils ont voulu que l'on fasse un truc le samedi, tu vois, le samedi matin, et puis après manger un morceau de saucisse manière 2. Ça a été un couac. Ça a été un couac puisqu'il y en a eu. Il y en a eu très peu en fait, mais je les comprends tous. Hein. Tu peux pas te rassembler, tu peux pas. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres qui fait que ça pouvait pas marcher. Donc nous à l'heure actuelle, il n'y a plus rien. Alors on se tient au courant parce que un petit peu comme dans toutes les équipes, il y a des groupes privés. Donc on va sur les groupes privés. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que jusqu'en janvier. Bon, quand tu es entraîneur, puis bon, vous savez tous que je suis dans la formation d'entraîneur, tout ça, donc j'ai beaucoup de personnes avec qui je peux échanger. Jusqu'en janvier, il y avait ce L'espoir. bordel, vivant que ça reprenne, voilà, vivement. Là, à l'heure actuelle, alors je suis désolé d'être pessimiste, hein, mais bon, à l'heure actuelle, c'est ça, je crois que tout le monde l'est.
j'entends plus des garçons, surtout au niveau moyen où l'on joue, qui se disent finalement, il y a autre chose que le rugby. Ça risque Euh, d'être et surtout un problème pour j'ai la saison vraiment, prochaine. À mon ouais, avis, il risque j'ai d'avoir vraiment une peur. fuite des licenciés, des gens qui se sont Voilà, rendus compte que le week-end, ils pouvaient être avec exactement, maman ou faire autre chose. Et comment faire exactement, la saison prochaine, une voilà, fois que tu auras exactement. passé 6 mois à plus aller te les geler et compagnie, pour les Ouais, récupérer, ouais, ça risque exactement. d'être compliqué. Exactement. Et alors, quand je t'entends, Alain, bon, moi je suis complètement d'accord. Et on ne peut que être d'accord avec ce que tu dis, parce que sinon ça manquerait de logique. Mais j'entends notre rugby, je l'entends, ça, je veux dire, ça me parle, notre rugby, pour justement jouer et s'amuser au rugby. Mais on ne peut pas déroger la règle qu'à faible niveau, et surtout le niveau des séries, la compétition, ça a une part prépondérante sur l'existence du rugby. C'est-à-dire, quand tu es en petite série, bon, moi j'ai eu la chance de connaître le haut comme le bas. Le haut, tu as des objectifs sportifs. Le bas, tu en as d'autres, mais c'est surtout ces phases finales, tu vois, ces phases finales où il va y avoir des drapeaux, où les enfants vont se maquiller, où on va offrir des t-shirts aux femmes. Enfin, tu vois toute cette magie. Je veux dire, je suis absolument pas interplanétaire. Vous avez tous connu ça, et c'est ça qui fait vivre les petits clubs. Et là, je me dis, si on ne peut pas réellement faire de compétition, enfin, il y en a plein qui vont dire c'est plus mon rugby. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas, ça c'est un autre débat. Mais enfin, je suis persuadé que ça va se passer comme ça. J'aimerais que ce soit le contraire. J'aimerais qu'ils disent dans 3 mois, jamais t'as eu, tu vois. J'aimerais, pour une fois que j'aimerais qu'on me donne tort. Mais Non, voilà, tu n'as pas vous, tort. Mathieu, que vous avez prévu dans les instances de la Ligue je sais pas, de faire un sondage auprès des clubs sur la question des licences pour essayer d'avoir une vision de ce qui va pouvoir se faire dans les prochains mois ou même la saison prochaine. Parce que y a, je l'espère pas vraiment, encore une fois, j'espère avoir tort. Je pense qu'il y a des clubs qui vont rester sur le carreau, quoi. Ce que l'on pense, je pense aux petits clubs où il n'y a pas de politique économique derrière ou des choses comme ça. Ils vont s'en sortir parce que comme quand même ils bouffent du pain noir toute la saison, ils sauront s'en relever. Mais il y en a d'autres quand même qui avaient d'autres objectifs de montée, ça va être compliqué quoi, parce que le Surtout sponsoring que ça il va y fait en avoir moins. 2 ans de suite. J'entends quand même parler quand même d'une baisse de 35% du sponsoring, ce qui est une véritable catastrophe, quoi. Ben voilà, je suis désolé d'être pessimiste, mais c'était cette question, moi. Est-ce mais tu que, ne veux pas. au-delà, est-ce que Lucide. vous réfléchissez je sais pas, un sondage, je sais pas quel mot mettre, à une réflexion justement sur. Voilà, c'est tout. Jean-Mi, je vais te rassurer. Non, pas te rassurer. Je vais conforter ce que tu dis. Il y a un sondage qui part de la partie de la Fédé, qui transite par les ligues, qui s'adresse à tous les clubs qui sont grands, moyens ou petits, justement un peu sur tout ce que tu dis. Ensuite, pour rejoindre D'accord. votre inquiétude, elle est. Ah ouais. Bon, c'est avec une plateforme machin qu'il faut répondre là. C'est très technique, mais les gens pour répondre sur Google, je sais pas quoi, là, mais vous saurez le faire. Deuxième chose, mon inquiétude porte par rapport à ce que tu disais, je reprends dans tes termes. Les gens ont découvert une autre vie. Moi, c'est plus au niveau des dirigeants. Je m'inquiète peut-être plus au niveau des dirigeants que des joueurs. Parce que des dirigeants, on a C'est vrai. des gens qui, depuis des années, traditionnellement, culturellement, par habitude, par tout ce qu'on peut dire, ils viennent le dimanche matin tracer le terrain, préparer Le repas. les pâtes et la trache et la mandior, tout ce que vous voudrez. Ces gens-là, eh bien, depuis quelques mois, ils se rendent compte que le dimanche matin, eh bien, on peut aller acheter des croissants pour revoir ses petits-enfants, discuter un coup tranquille avec son épouse le dimanche, etc. Et comme tu l'as très bien dit, toi, ils découvrent une autre vie. Il va falloir les faire revenir chez nous. Et ça me pose problème aussi. Parce que tous nos clubs, quels qu'ils soient, les petits, les moyens, les grands, il n'y a plus cette force, cette armée de l'ombre qui fait tourner un club entre le mec qui fait les sandwichs, celui qui accroche le panneau d'affichage, qui passe le terrain et qui balaye les vestiaires à la fin.
on sera mal. On sera mal. Ça, c'est pour moi, le souci, il est là-dessus. Dans notre petite compète, Jean-Mi, je te rassure, quand j'ai dit bouclier de terroir, ça veut dire que Walter et ses 3 clubs voisins disputeront un titre de l'Aude. Alors ça sera du Canada Dry, ça n'aura pas la valeur ni du titre occitan et encore moins du titre national. Les clubs occitans peuvent prétendre sans aucun problème. La dernière année qu'il y a eu des titres sur les 7, rappelez-vous, on en a eu 6. On en a raté un de très peu, celui d'honneur, de 3 points. Donc on aurait pu faire un grand chelem. Alors c'est vrai qu'on est peut-être, par rapport à ces compétitions nationales, en série, la ligue la plus pénalisée. Hein. Vous savez, je ne faire insulte ni injure à des collègues du Nord. Ils ne ramassent pas beaucoup de titres nationaux en fin de saison. Et chez nous, c'est une tradition, c'est une culture. On n'a plus ça. Si ça dure un an, cap. Les gens, comme tu l'as dit, ils ont ça dans la peau, donc on passera le cap. Si ça durait plus d'un an, je serais très inquiet. Alors, à travers notre petit programme, ça serait. J'anticipe, hein, de la politique fiction, les gars. Hein. Si on pouvait avoir à Cassaillé les finales de l'Aude avec de l'honneur à la 4e série, avec des réserves, des juniors, des cadets, etc., refaire une belle journée du rugby au doigt, une belle journée du rugby hérolté à Sauclière, une belle journée du rugby catalan à Mégiral, une belle journée du rugby tarnais au stade de Castres. Ça serait pas la panacée, les gars. Mais entre rien faire et faire ça, on fera ça. On fera ça. Après la baisse d'argent dans les clubs, bien sûr qu'elle existera. Bien sûr qu'elle existera. Alors, les inquiets, dont tu fais peut-être un peu partie, mais moi aussi des fois, je te rassure, te diront, putain, on va tous se noyer, on va tous se noyer. Les optimistes te diront, eh bien écoute, il y aura peut-être un peu moins d'enveloppe, il y aura peut-être un peu moins de sixième, un peu moins de cela. Je te concède, Jean-Mi, que nos 300 clubs territoriaux ne donnent pas tous des enveloppes. Hein. C'est aussi les vues de l'esprit, exagération. Mais, disons, je veux bien croire aussi ceux qui disent de temps en temps que ça va un peu apurer les choses, on verra bien. On verra bien. Oui, ça de toute façon pour l'instant. Est-ce que vous, par rapport à ces compétitions, vous avez déjà sondé les clubs pour savoir qui était prêt à participer ou vous êtes encore dans l'attente de vraiment savoir comment ça Roland se Sormani l'a fait et je rejoins encore Jean-Mi dans ses propos. J'ai senti moi aussi une cassure en janvier. Du défaitisme, j'ai senti. Avant, les gens m'appelaient, putain Alain, qu'est-ce qu'on fait? On joue quand? Vous foutez quoi à la Ligue? J'aimais bien quand ils m'engueulaient, c'était agréable. On joue quand à la Ligue? Vous faites quoi? Mais aujourd'hui, j'ai même plus ça. Quoi. Je ne voudrais pas que la petite flamme soit totalement éteinte. C'est ça qui me fatigue. Et les gens, je les sens résignés. Et ça, excusez-moi, les envie d'amour, putain, ça me fatigue. Quoi. Je les sens résignés, les gens, hein, accablés. Ça y est, ils sont sous le joug, on baisse la tronche, pas plus au rugby, etc. Alors, comment les réveiller? Ça, c'est une autre paire de manches. Il faut qu'on essaie, qu'on se bouge. Mais d'autant plus, Alain, que comme il y a le couvre-feu, les adultes ne peuvent pas s'entraîner. Donc, ils ne peuvent même pas se voir pour s'entraîner. Ils sont obligés de faire samedi matin. Contrairement peut-être aux jeunes, Michel, qui peuvent continuer à s'entraîner, les jeunes de la formation. Toi, tu avais d'autres choses à demander à Alain? Le bilan chez les jeunes, il est quand même plus optimiste. Hein. On va remettre un peu d'optimisme dans l'interview, mais c'est vrai que nous, chez les jeunes, on n'a pas eu réellement de baisse d'effectifs. Même au contraire, chez les filles, on a eu plus que les autres années, et notamment chez les baby rugby où c'est en pleine expansion et on a une forte demande. Après, forcément, moi, je t'avoue qu'en tant que formateur, le fait qu'il n'y ait pas de compétition, c'était pas vraiment dramatique pour moi parce que je me suis dit au moins on va pouvoir travailler les thèmes importants pour la formation de nos jeunes. Et du coup, nos éducateurs se sont bien adaptés à la situation et je trouve qu'on a vraiment bien bossé avec nos jeunes. Et je pense que ça va se ressentir plus tard. Après, on s'est quand même débattu, quoi. Je veux dire, on a fait les entraînements pendant les vacances, même les vacances de Noël, on a continué à s'entraîner.
Donc on a tout fait pour garder ces jeunes à portée de main. Après, comme tu l'as signalé, ce qui nous a porté préjudice le plus, c'est vraiment le couvre-feu, parce que là, par contre, voilà, le fait de d'écourter les entraînements le soir, et puis carrément ne plus pouvoir le faire du tout à partir de 18h, donc là, ça a été vraiment un gros souci. Et puis bon, le stade 3, au bout d'un moment, est un peu contraignant, parce que même si on n'est pas axé sur la compétition, ça limite un petit peu, et le rugby reste un sport de contact. Et sans contact du tout, c'est difficile de travailler certains thèmes. Donc moi là, moi ce qui me préoccupe un petit peu, c'est que forcément tout le monde est impatient de reprendre, au minimum le stade 4 et pourquoi pas le stade 5 pour recommencer à jouer un petit peu. Et chez nos jeunes, il y a des statuts un petit peu différents. On a les jeunes qui sont au pôle, qui ont des dérogations, qui eux ont pu jouer normalement. On a nos espoirs qui ont continué leur compétition. Et du coup, ça fait des décalages en fait avec d'autres générations. Et par exemple, on a une génération 2003 qui va monter en espoir l'année prochaine et qui n'aura pas fait pratiquement de compétition pendant 2 ans. Et donc voilà, nous, notre souci, c'était vraiment de les préparer maintenant en amont, qu'on puisse anticiper et qu'ils ne se retrouvent pas à la rentrée avec des joueurs qui ont 3-4 ans de plus qu'eux, qui eux n'ont pas arrêté la compétition. Et c'est vraiment en termes de sécurité qu'on a ces soucis-là. Donc je sais que c'est du cas par cas et c'est pas évident de trouver les bonnes solutions, sachant qu'on est tenu toujours par ces histoires de mesures sanitaires et que suivant les régions, en plus, c'est plus ou moins dur. Et est-ce que vous avez anticipé un petit peu tout ça? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous cherchez des solutions? Parce que moi, je suis un peu inquiet. Tu vois, je pense à un 2003 qui joue première ligne. L'année prochaine, si on ne peut pas le préparer maintenant, j'ai peur que ce soit un gros choc pour lui, quoi. Et Michel, d'abord, merci de la première partie de ton intervention. Il me conforte en disant que sur une saison traditionnelle, il n'y a pas le Covid, on croit que tout va bien, Madame Antoine, tout est parfait. On a finalement peu, je pense plus sur les écoles de rugby, et voir les cadets, les juniors de nos petits clubs. Les calendriers compétitifs sont tellement lourds et pesants, il n'y a pas beaucoup de temps pour travailler de la technique individuelle. Donc aujourd'hui, ce fait que les clubs sont obligés de se recentrer sur eux-mêmes, on s'offre davantage de temps pour travailler cette technique individuelle qu'on a souvent critiquée jusqu'à il y a à peine un peu plus d'un an, que le rugby français ne préparait pas ses joueurs, etc. Et là, aujourd'hui, on se retrouve devant le fait que les clubs qui vivent en autarcie, en vase clos, sont pratiquement obligés de travailler beaucoup plus les séances de travail. On ne va pas rechercher des tournois amicaux tous les samedis après-midi, des rencontres amicales pour meubler les rares trous du calendrier. Et ça, c'est une bonne chose. Je me bats aujourd'hui au niveau des écoles de rugby, j'entends qu'il n'y ait pas de coupure de vacances. Aujourd'hui, on a redémarré les écoles de rugby, vacances de février, ça fait 3 samedis qui sautent. 3 samedis, les gosses, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus rien à qui s'identifier. On les refout 3 semaines dans la nature. J'ai dit à tous les clubs, et à la commission des écoles de rugby, j'étais pas mal entendu. N'arrêtez pas, les amis. Continuez avec vos gamins. Ne les foutez pas dehors. Continuons. Aujourd'hui, je suis encore plus rassuré dans mes propos. Alors, certainement pas des jeunes rugbyman, parce qu'on a des valeurs, on a des tripes, on a des idées, on a tout ce que vous voudrez. Quand je vois la délinquance des gamins, alors, le petit qui a été tué à Bondy, c'est un sportif, c'est un boxeur. Quand il a été tué, il aurait dû être à l'entraînement. Et dehors, les gosses, ils sont dehors. On n'a plus notre action éducative, notre action de lien social. Transformer nos valeurs. Nos éducateurs, ils sont bons, ils sont pas bons, mais ils sont là. Ils les font venir à ces gosses, ils les fédèrent, ils les ramassent, ils les encadrent, ils leur donnent de l'affection parfois qu'ils n'ont peut-être pas ailleurs. On a des bons mecs partout, quel que soit leur niveau. Dès qu'ils sont chez nous dans le rugby, ils sont bons. Après, ils feront peut-être mal à prendre la passe croisée, tout ça, mais ça, on s'en tape finalement. Ils leur inculquent de sacrées valeurs. Et depuis qu'on n'a plus de sport ailleurs, nous on a la chance d'avoir, mais que d'autres n'en ont pas,
il paie les pots cassés. Bon, je peux vous dire que pour dialoguer souvent avec d'autres présidents de ligue, de d'autres disciplines, hein, et ça, c'est une bonne chose. Après la deuxième partie de ta question, tu sais que j'ai mis en place des collèges de clubs. Un est animé par un Audois, les clubs fédéraux avec Jean-Pierre Grand, président du Gruissant, le club territoriaux avec la présidente de l'USECH, Gislaine Rossignol, avec des représentants de chaque département. Ils se réunissent souvent, ils échangent, ils font des tas de boulot et ta remarque est arrivée sur la table de la FFR, hein, en s'inquiétant de gamins qui vont changer de catégorie alors qu'il leur manque un an de maturation, je dirais. Il leur manque un an de préparation pour... excusez-moi. Un an de préparation pour se permettre à ce changement de catégorie. Alors on a lancé, pas que la Ligue Occitanie, mais on y a beaucoup contribué. On a lancé ce débat en haut lieu, il va être confié à la DTN, il y aura des réflexions au niveau des modifications réglementaires, je l'espère, hein, avec les périodes d'adaptation. La solution, je ne l'ai pas, on a posé la question à peu près en termes identiques à ce que tu nous as exposé toi, Michel. Voilà, la sécurité, le manque de préparation, c'est chez les jeunes filles pareil, hein, tu sais, qui sont à moins de 15 ans aujourd'hui ou qui vont monter directement dans du rugby compétitif, elles ne sont peut-être pas préparées non plus. Ça se retrouve à tous les niveaux. Tu évoquais les juniors, mais pour les cadets, c'est la même chose. Derrière, on se pose la question, est-ce que les juniors, il faut les mettre sur 4 ans, ce qui serait dramatique par rapport aux cadets qui montent? Est-ce qu'il faut repasser aux années impaires pour pouvoir conserver les mêmes gosses un an de plus dans le statut qui aurait dû être leur cette année? Bon, le débat est ouvert. Donc, la réponse ne m'appartient pas. Parce que c'est quand même une décision fédérale à laquelle je participerai en tant que membre du bureau, bien sûr. Mais le débat est ouvert, la question est posée, je vous rassure. Bien sûr, ouais, mais après, moi j'attendais pas une réponse, c'était juste qu'il faut y penser, quoi, parce que les catégories inférieures, tout le monde est la même enseigne, donc à la limite, c'est pas trop un problème. Je pense à vraiment cette génération 2003 qui, elle, n'a pas eu de compétition pendant 2 ans et qui va se retrouver avec des espoirs qui, eux, sont restés en compétition, quoi. Michel, c'est tout le rugby compétition. Un cadet de année qui va passer un junior, se coltiner, un junior 3e année, etc., alors qu'il a fait le match de rugby depuis un an, le problème est quasiment identique. Je te dis, chez les filles, c'est à peu près pareil. Un poussin qui va passer un U8, qui va passer un U10, etc. Bon. Transposer, tous suivent le même cours, si tu veux, dans les catégories compétition, c'est-à-dire à partir des U16, le problème se pose effectivement. Ouais, surtout qu'on l'a vu, nous, c'est rugby, on a eu l'occasion, grâce à la confiance du Racing Narbonnais, de voir que les espoirs de Narbonne, qu'on a diffusés plusieurs fois, ont continué à jouer. La nationale a continué à jouer alors que les fédérales 1, 2, 3 étaient arrêtés. Donc je pense que c'est plus dans ce sens-là où Michel disait que les jeunes qui vont monter en espoir, les jeunes Narbonnais qui vont monter dans la catégorie première de Narbonne, l'espoir de Narbonne qui a continué à jouer, ils vont arriver complètement en décalage, quoi. Je ne peux pas te dire. Les espoirs de Narbonne jouent. Oui. Les espoirs de Narbonne jouent. Mais c'est ceux d'en dessous. C'est ceux d'en dessous qui vont monter. Dessous. Oui. L'année prochaine. Les crabos voilà. Notamment. Voilà. Oui, mais si tu veux, c'est toute une pyramide. C'est toute une pyramide. Chez nous, la DTN va tenir compte de tous ces paramètres, de tous ces ingrédients pour trouver la meilleure solution possible. Tu sais que la sécurité dans le jeu est presque. On est obnubilé par ça pratiquement, hein, dans toutes nos décisions, dans toutes nos modifications. La sécurité du jeu est première. Je pense qu'ils en tiendront compte que. En fait, si tu veux, Alain. Question sur la table. Excuse-moi, Alain, c'est. Oui, je t'en prie, pour être bien clair, si tu veux, nous, pour anticiper ça, on a pour objectif de faire entraîner les générations qui vont monter avec celles qui sont au-dessus jusqu'à la fin de saison. Donc, bon, il nous tarde forcément d'être au stade 4 et même un petit peu plus pour retrouver un petit peu les gestes de base, parce que pour moi, ça va être difficile de faire jouer des gamins tant qu'ils n'auront pas repris le plaquage. Parce que le plaquage, c'est quelque chose qui se travaille, hein, c'est pas quelque chose qui reste inné. Et là, notre génération qui monte en espoir, par rapport aux conditions de Covid
et qui nous bloquent, on ne pourra pas les faire s'entraîner avec nos espoirs maintenant. Et c'est là où ça pose un petit peu problème, si tu veux. C'est que ces jeunes-là, on ne va pas pouvoir les préparer actuellement. Et je suis un peu inquiet pour la suite parce que, justement, quand ils vont pouvoir monter, je l'espère, à la rentrée, ça risque d'être un gros changement pour eux. Voilà. C'était surtout par rapport à ça. Voilà. Après, je sais que la situation est complexe. Elle est technique, elle est médicale, elle est réglementaire. Il y a tellement d'angles d'attaque dans le problème que tu poses. Je dis, elle est technique, elle est réglementaire, elle est aussi médicale. Il y a aussi une question de responsabilité. Il y a plein de choses derrière, il y a plein de paramètres qu'il nous faut évaluer. Et je pense que Didier Retière et ses équipes, à travers nos juristes et l'équipe médicale de la Fédé, qui est pas mal sur le taf dans le moment actuel, je pense qu'ils feront ce qu'il faut. Je l'espère de tout cœur, comme toi. Oui, mais je n'ai pas de doute là-dessus. Bah, c'est Didier Retière, en plus, en tant que première ligne, il doit bien penser quand même qu'un gamin qui va monter à un espoir et qui n'a pas fait de mêlée pendant un an, il a besoin d'être préparé correctement. Et ça, je ne doute pas. De toute façon, messieurs, on comprend bien qu'on est pendu aux décisions qui nous attendent, qu'on ne peut pas encore les programmer. Donc je pense qu'Alain, on va se donner un petit rendez-vous quand on en saura un peu plus, pour que tu puisses vraiment nous répondre avec tout ce que ton équipe aura trouvé comme solution, comme ça au moins, et qu'on espère pouvoir se revoir plutôt même avant l'émission autour d'un terrain où qu'on puisse échanger de vive voix, parce que bon, les visios c'est bien sympa, mais nous tu sais on aime bien discuter avec les mains, boire un coup, là on est un peu... Jean-Michel m'a invité à une troisième mi-temps, je lui rappelle. Jean-Michel m'a invité à une troisième mi-temps. En tout cas, Alain, on va en profiter. Messieurs, vous avez une dernière petite question à poser à Alain ou on clôture là-dessus Moi, j'aimerais juste, si je peux dire juste un petit truc, c'est que bon, on a l'impression de se plaindre un peu. C'est la situation qui est compliquée, hein, et on sait très bien qu'Alain y est pour rien, le pauvre, mais il faut se dire quand même que le rugby, on a été assez privilégié, et quand je vois les autres associations comme le judo, le handball, et tout ce qui était à gymnase qui ont été à l'arrêt complet, je me dis que finalement ça ne sort pas si mal que ça, et je vois quand même qu'on a quand même des éducateurs qui ont fait un maximum pour que ça vive encore. Et si parmi les joueurs, il y en a qui ont pris goût à rester un peu à la maison le dimanche, à s'arrêter, moi je les invite à nous rejoindre en tant qu'éducateurs, parce qu'on a toujours besoin de forces vives pour nous aider sur le terrain avec les jeunes. Tu es malin, Michel, tu es malin. Il retombe sur ses pattes, le mec, il est fort. Alain, on va te dire un grand merci, Alain. Écoute, on se recontacte dès que possible. Les gars, merci beaucoup. Messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci Alain. Merci Doudou, merci Wally, merci Michel. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette émission avec Alain Doucet, notre invité exceptionnel et cycliste et chroniqueur. Et on espère se retrouver au plus vite pour toujours parler du rugby amateur languedocien et occitan surtout. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.